tous les bad buzz que j'ai connus, c'est le seul qui m'a fait peur. C'est la seule fois où les menaces de mort, je les ai prises au sérieux. Ils sont tellement persuadés qu'ils luttent pour l'avenir de l'espèce. D'un seul coup, ça te met dans une perspective vertigineuse et tu te dis ah bah merde, ils vont vraiment me faire la peau, quoi. Comment on a fait pour en arriver là dans un pays comme la France? On a un gamin qui se fait tirer dessus parce qu'il n'y a rien qui est fonctionnel. En plus, maintenant, ça va diviser les Français entre ceux qui sont pour le flic et pour le gamin. À quel moment tu dois prendre parti? Puisque là, on parle de deux vies brisées. Un mec mort et un mec qui va toute sa vie vivre avec les conséquences de ça. Je rêverais, moi, d'une IA qui dirige un pays. L'IA, tu la trafiques, c'est bien trop dangereux. Et un humain, tu le corromps, ça devient beaucoup plus dangereux. Avec une actrice porno et un prêtre, ce débat-là était littéralement tout ce pourquoi on a fait ça. Réunir des gens qui n'avaient profondément aucun rapport, qui jamais ne se seraient adressé la parole, ne se seraient retrouvés dans la même pièce. Tu veux dire que le prêtre n'avait jamais regardé de porno? Bienvenue Sixtine dans ce 4e épisode de À ta santé, ou à votre santé. Est-ce qu'on tutoie ou vous voit les gens à ton avis sur YouTube? Je pense qu'il faut les tutoyer. Faut les tutoyer. Donc à ta santé. Donc trinquons. Alors le principe est simple, on a des petits cocktails. À chaque fois que ton verre est vide, on vient te resservir. Et puis on a une petite heure ensemble pour échanger, discuter de tout ce que tu as envie. Voilà. Bienvenue. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas sur ma chaîne, qui es-tu, Sixtine? Alors pour me présenter rapidement, je suis entrepreneuse depuis 3 ans. Aujourd'hui j'ai 21 ans et j'ai monté un petit groupe média qui s'appelle Le Crayon, donc qui à la base est un média de débat. On reçoit tous les bords politiques à destination des 18-34 ans. Et à côté on a monté 2 agences, une agence de RP et développement du personal branding sur LinkedIn et une agence d'influence et d'intelligence économique. Ok. Et ces agences, ça s'appelle comment? On a le surligneur et le pinceau. Voilà. Pour rester un peu dans la trousse, quoi. Incroyable. Et alors, c'est quoi les prochaines? Le scotch? Non, le ciseau? alors, pour l'instant, bon, on verra plus tard peut-être qu'on va peut-être développer des offres, à la limite qui auront des noms, mais peut-être pas d'autres agences. De toute façon, ça va être incompréhensible, ça va être un cafarnaum le truc. D'accord. Et t'as créé ça avec ton frère? Exactement. Ça fait combien de temps maintenant? Ça va faire 3 ans et demi là bientôt. Ah oui, déjà 3 ans et déjà, demi. ça passe vachement vite. Incroyable. Ouais. Puis on a 2 autres associés aussi géniaux, donc. C'est vrai qu'ils sont effectivement moins visibles, dont on peut peut-être dire leur nom, c'est... Antonin et Jules. Antonin et Jules, ouais. Voilà. Donc vous êtes 4 associés. On est 4 associés, exactement. Et comment ça a démarré? Ça a démarré, à la base, moi j'étais au lycée à Lausanne en Suisse, et les seules personnes avec lesquelles je pouvais parler de politique étaient mes professeurs. C'est là où je me suis dit, il faut lancer un média qui parle aux jeunes. Donc j'en avais parlé avec Valran, qui faisait déjà un petit peu d'entrepreneuriat, mais dans l'événementiel, donc rien à voir. Et puis on a lancé le Crayon avec Julie et Antonin. Et... T'étais au lycée quand vous avez lancé ça? J'étais au lycée, ouais. T'étais majeur ou pas encore? Non, pas encore. Donc t'as lancé cette boîte, t'étais mineur? Ouais. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 21 ans, genre 22, donc d'accord. Ça va. Incroyable. Et t'as convaincu ton frère de... Vous étiez déjà très proches? Ouais, on est super proches avec Valran. Ouais, c'est comme un meilleur ami, mais en frère. Donc peut-être comme Yumi et toi, ou je sais pas, mais tu dois avoir ça aussi de ton côté. D'accord. Et vous avez... quand t'étais à Lausanne et que vous avez lancé ça, vous avez pris une caméra, C'était quoi votre première vidéo, votre premier débat? Alors non, même pas. C'est à la base, au début, on était sous forme de plateforme, une sorte de petite application où il y avait des éditorialistes qui écrivaient des articles. Donc vraiment, à la base, on n'avait pas du tout été sur le digital. Ah oui, d'accord. On s'est vraiment lancé sur le digital à partir de janvier 2020. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça fait 3 ans et demi, parce qu'en fait, avant, c'était vraiment plus le début, l'idée, mais il n'y a rien de fou. Et en fait, on a eu de la chance de recevoir comme première interview, je crois que c'était François-Xavier Bellamy, député européen LR. Et en fait, déjà à l'époque, quand tu te lances, on trouvait ça incroyable, c'est fou. Et en fait, comme ça s'est bien passé avec lui, c'est bien passé avec ceux d'après, ça faisait très, très facilement, il nous mettait en relation avec d'autres gens. Et en fait, donc, ça s'est lancé assez vite comme ça. Mais à la base, on a commencé avec un téléphone à l'arrache. Enfin, on connaissait même pas le concept d'une vidéo. Donc en fait, moi, tu me voyais d'un côté de la caméra, tu voyais Antonin de l'autre. Enfin, on n'avait pas du tout compris le côté du 180 degrés. Alors, pour vous avoir connu à l'époque et tomber sur vous, je sais pas trop comment. Moi, c'était le côté que je trouvais très sympa. Bah, on a gardé ce petit côté roue libre, dans le sens où on laisse pousser notre créativité, on est un peu foufou, mais c'est beaucoup mieux structuré et beaucoup plus pro. Enfin, on est devenu beaucoup plus pro, quoi. Ouais, t'as pas le choix pour scaler. Et donc, vous avez reçu des hommes politiques, vous avez reçu des entrepreneurs, vous avez reçu plein de gens. C'est qui ton interview la plus marquante jusqu'à présent? Il y en a eu une avec une actrice porno et un prêtre. C'était un débat que j'avais animé. C'était le débat le plus lunaire que j'avais jamais fait. Pourquoi? J'avais les larmes aux yeux parce qu'en fait, j'étais en train de réaliser que ce débat-là était littéralement tout ce pourquoi on a fait ça. Réunir des gens qui n'avaient profondément aucun rapport,
qui jamais ne se serait adressé la parole, ne se serait retrouvé dans la même pièce. Tu veux dire que le prêtre n'avait jamais regardé de porno? Ça, je sais pas. Je sais pas, il était assez ouvert d'esprit, donc peut-être, je pense, peut-être. Et puis, il n'était pas contre pas mal de choses qu'elle évoquait, donc c'était assez intéressant. Ah ouais? Ouais, il parlait du fait de se procurer du plaisir. Enfin, c'était assez ouvert. Hein, je l'ai pas vu ce débat. Ah, mais je pense que tu l'adorerais. D'accord. Quoi, tu l'adorerais, franchement. Et c'était qui l'actrice porno? Elle s'appelle Lisa Del Sierra. Je sais pas si tu la connais, peut-être. Non? C'est partie de ton scoop. Ouais, mince. C'est bizarre, d'habitude, je suis D'habitude, assez... tu les connais. Ouais. Elle est assez connue. Hein. Ah ouais? C'est une ancienne actrice porno. Elle est française? Del Sierra, je crois que c'est espagnol, non? Et elle parle français, donc? Ah, mais je crois qu'elle est française ou franco-espagnole. Mais elle parle complètement française, mais elle est assez connue. D'accord. J'irai voir ça. Et elle est devenue aujourd'hui productrice de films porno. Et ça a fini comment? Ils sont devenus amis? Ils ont refait une émission après, pas chez nous, mais chez d'autres gens, ensemble. C'est pas vrai. Incroyable. Si, incroyable. Ça, franchement, j'avais les larmes aux yeux. C'était incroyable comme émission. Et ton pire moment? Mon pire moment, c'était avec une femme qui s'appelle Solveig Galouin. Ouais, alors ça, je sais, je l'ai vu. Et ça, mais il y a eu un nombre de mèmes, de vidéos sur moi dessus qui était hallucinant, même encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, je m'étais retrouvée en face de quelqu'un où j'avais tout pour la détruire en termes de propos, d'explications. J'avais vraiment méga bien préparé le truc. Mais en fait, 5 minutes avant l'interview, avec mon associé Antonin, on s'est dit finalement, on allait essayer de faire en sorte qu'elle ne crie pas. Parce qu'en fait, elle crie dès qu'elle peut crier pour se faire remarquer. Et nous, on voulait justement avoir pour une fois la première interview d'elle où elle ne crie pas, où elle peut vraiment parler, expliquer son propos. Sans que personne lui coupe la parole. Et en fait, je m'étais dit, si je commence à un peu l'attaquer et la taquiner et avec des vrais propos fondés, elle va commencer à crier, ça va être insupportable. Donc j'ai décidé de en fait, lui parler comme si je m'adressais à un enfant de 5 ans. Et en fait, dès que je posais la moindre petite question, même de la manière la plus douce possible, elle me disait que j'étais un monstre, que j'étais folle, comment je peux penser ça. Ouais, elle est très perturbante, cette... C'est une femme qui est antispécie, c'est qu'elle considère qu'une vache, un moustique et un être humain vaut la même... la vie vaut la même chose, quoi. Donc, et elle explique aussi qu'à l'époque de la préhistoire, les hommes ne mangeaient pas de viande. Enfin, tu vois, elle est contre la science, en fait. Elle est contre tout ça. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'elle n'a pas l'air d'être contre personnellement. Elle a l'air d'être contre au sens où il faut qu'on soit tous contraints de vivre... Mais parce que pour elle, c'est une manière de... Quand tu écoutes son discours de A à Z, ce qu'elle dit de A à Z est clair et c'est cohérent. Juste, c'est une manière de voir les choses, moi, avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Et voilà, pour moi, tu ne peux pas vivre comme ça. En revanche, quand tu écoutes son discours, tu as beaucoup de choses qui pourraient être cohérentes. Après, c'est une manière de voir le monde. Et je pense qu'elle fait partie des 0,0001% de la population qui le voit comme ça. Mais je pense que ça aurait été très drôle de te voir en face d'une personne comme ça. Moi, je peux pas. Toi, déjà que tu as expliqué que tu prenais l'avion pour aller bouffer un steak. Donc, effectivement. Pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. C'est un deepfake. Cette vidéo, c'est Thibault Louis qui a fait un deepfake. Cette espèce d'enfoiré là, qui a voulu faire le buzz pour se faire connaître. Non, ouais, c'est vrai que le bad buzz écologique, moi, ça a été le bad buzz le plus... de tous les bad buzz que j'ai connus, c'est le seul qui m'a fait peur. Ah ouais? Ouais. C'est la seule fois où les menaces de mort, je les ai prises au sérieux. Et je me suis dit, parce qu'en fait, ils ont une énergie, ils sont tellement persuadés qu'ils luttent pour l'avenir de l'espèce. Qu'ils sont prêts à tout faire, ouais. Ouais, je me dis, Oussama Hamar, l'avenir de l'espèce, tu vois. D'un seul coup, ça te met dans une perspective vertigineuse et tu te dis, merde... Ils vont vraiment me faire la peau, quoi. Et t'as changé, d'ailleurs, ta manière de penser ou pas du tout aujourd'hui? Ce qui m'énerve, ce qui vraiment m'énerve sur cette histoire, c'est que j'ai cru développer au-delà de la punchline. Je suis un connard qui prend l'avion. Cette punchline avait un contexte. Ce contexte qui était de dire que les comportements individuels ne pouvaient pas être la base de notre sauvetage. Puisque mon argument... c'est de dire que si la seule chose qui peut sauver l'humanité, c'est qu'on change collectivement de comportement, je préfère leur faire un disclaimer, on est foutu. Ouais. Parce que mon argument, c'était de dire, il faut trouver des solutions qui nécessitent d'être connard résistant. Et pour donner un peu d'empathie, je me suis dit, je ne vais quand même pas traiter les autres de connards, je vais me mettre dans le groupe des connards pour essayer de faire comprendre que... Mais l'idée sous-jacente subtile, mais qui n'est pas du tout passée, c'est qu'on est tous des connards. Alors, moi, un connard qui a un peu plus d'argent, donc je prends l'avion pour un steak. Mais en fait, si tu réfléchis, t'as
t'as un iPhone. Bien sûr. On a des voitures, machin. Donc, en fait, on peut pas dire au monde entier, stop, on s'arrête et on va changer fondamentalement de système. Ça me paraît... Non, ça, je suis d'accord. Ça me paraît complètement fou. Et donc, je disais, c'est pour ça que moi, j'aimerais bien qu'il y ait un projet Manhattan de l'écologie. J'aimerais bien que... à mon avis, je suis sûr que s'il y avait quand tu vois ce qu'on a fait avec le Covid et ce qu'on était capable de faire avec le Covid, je me dis, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de mettre beaucoup de scientifiques à réfléchir à la question rapidement. D'ailleurs, moi, j'ai participé à créer un fonds d'investissement sur le sujet des technologies vertes qui s'appelle Pale Blue. Je suis très content de cette contribution que j'ai fait au monde, tu vois. Mais rien de tout ça n'est passé. La seule chose qu'ils ont retenue, c'est « je suis un connard qui prend l'avion ». Et ça m'a montré deux choses. Ça m'a montré le niveau intellectuel moyen de ces gens-là, puisqu'en fait, ils n'arrivent pas à écouter une phrase en entier. Voilà. Et le niveau de désespoir dans lequel ils sont, qui, moi, m'inquiète beaucoup. C'est toute cette génération-là qui pense que ça y est, les jeux sont faits, on est foutus, on va pas s'en mettre, l'espèce va disparaître. Et je trouve ça triste, surtout quand t'es jeune. Bon, encore, c'est vieux. Mais t'imagines, t'as 20 ans et tu penses que le monde est fini. C'est pas très gai, effectivement. Je trouve ça dur, quoi. Non, mais en fait, là où t'as du mal à emmener les gens avec toi, là où ils ont du mal à emmener les gens avec eux, ceux qui sont vraiment, je parle de ceux qui consacrent toute leur vie sur ça, le problème, c'est qu'ils veulent faire en sorte qu'il y ait des changements, mais à tous les niveaux, d'un coup. Et le problème, c'est qu'un être humain n'est pas capable de changer drastiquement du jour au lendemain toutes ses habitudes de vie pour en fait, même si c'est pour la planète, pour notre survie, pour la survie de l'espèce, comme les gens ont l'impression qu'ils ont encore le temps, que c'est pas non plus si urgent que ça, pourquoi moi je vais aller changer toutes mes habitudes de vie alors que mon voisin va pas le faire? Il y a ça déjà comme première réflexion. Et la deuxième, c'est que si seulement petit à petit les gens commençaient à faire peut-être qu'on pourrait arrêter et prendre, je dis n'importe quoi, ceux qui prennent une douche par jour, enfin 2 douches par jour, qu'ils en prennent plus qu'une, ceux qui trient mal leurs déchets au moins qu'ils commencent à trier, mais en fait ceux qui prennent de la viande, qui s'arrêtent d'en prendre, en fait t'arrêtes une chose petit à petit. Mais demander aux gens d'arrêter de prendre de la viande, de pas vivre avec de la lumière, de pas se laver, de jeter vraiment, limite de pas vraiment jeter de déchets ou de rien acheter parce qu'il y aura des déchets, c'est pas possible. Je suis un peu extrême, mais je fais exprès. De demander tout ça à un être humain normal, alors qu'il a des problèmes qui sont beaucoup plus urgents, parce que parfois il y a des échéances qui en fait sont dans 1 heure, 1 semaine, 1 mois, par rapport à une échelle de temporalité qui est beaucoup plus grosse, forcément les gens ne changent pas. Parce qu'ils sont en mode, oui, t'es gentil, moi je crève de faim à la fin du mois, je dois nourrir mes enfants, nourrir ma famille. Ton problème écologique, en fait, qui va arriver dans 100 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, dans 1000 ans, je m'en fous. Parce qu'ils sont en mode, moi j'ai un problème pour demain. Donc si tu demandes au moins des changements beaucoup plus petits, je pense que les gens arriveraient beaucoup plus facilement à le faire. C'est sûr. Et là, il y aura peut-être plus d'effets. Alors quand est-ce que vous faites de la politique avec ton frère? On va jamais en faire, je pense. Valran, c'est sûr que non, impossible. Valran, il a cette fibre entrepreneuriale, il aime trop sa liberté. Il est tellement amoureux de la liberté. Et Valran, c'est quelqu'un il adore créer plein de projets. Il a tellement d'idées qui lui passent par la tête que s'il avait autant de liberté de temps que ça, Mais alors pourquoi vous passionnez autant pour la politique alors? Parce que c'est quand même le sujet le plus chiant. Alors moi, je voulais être président de la République petite, c'est vrai. Mais j'étais vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré ça. J'ai jamais compris pourquoi. Mais ça me passionne les débats, je trouve que, moi c'est con, mais les politiques, t'as beau ne plus croire en eux aujourd'hui et ne pas être d'accord avec eux, c'est quand même une posture que je respecte énormément. T'as réussi à te faire élire auprès de millions ou milliers de gens, ça dépend évidemment les stades, mais... Plus personne ne vote. Non, mais aujourd'hui personne ne vote, mais à l'époque, tu vois, il y avait une certaine posture et je trouve que t'arrives à te faire élire, à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est moins le cas, sur des propos et du contenu intelligent. Et en fait, c'est un peu avec le crayon ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie de faire des vues, et on fait des vues sur du contenu intelligent. Et je trouve ça génial de réussir à faire des vues, parce que tu arrives à améliorer quelque chose, ou un sujet, ou mettre en avant un sujet qui t'apprend vraiment des choses, au lieu de faire des vues sur des buzz qui, en fait, te rendent encore plus débiles les uns que les autres. Donc c'est peut-être pour ça qu'inconsciemment, c'est lié au fait que j'aime autant la politique. Je sais pas, Valran, il en fera jamais. Moi, je suis un non catégorique aussi, mais pas autant que celui de Valran. Mais on est très bien dans les médias, t'es proche de ça sans être dedans, et je pense surtout que ça te rend très malheureux. Tu passes ta vie à te justifier, à devoir t'expliquer, à devoir t'excuser, à être suivi, à être espionné, t'as juste pas de liberté. Tu penses que les hommes politiques sont malheureux? Je pense que ceux qui ont un haut niveau de pouvoir sont tellement amoureux du pouvoir que ça passe au-dessus et qui préfèrent le pouvoir à la liberté. Et les plus petits, ils ont l'espoir qu'un jour ils vont devenir ces hommes-là. Donc l'espoir est plus gros que leur liberté. Mais quand tu travailles depuis... Toi, tu penses qu'un Mélenchon, par exemple, il croit vraiment qu'un jour il va être élu? Non, je pense qu'il sait qu'il sera jamais élu.
Mais alors, qu'est-ce qu'il fait de la journée ça, Mais en fait, je pense que déjà, il a un salaire intéressant de son parti, il est adoré par tout ça, ça l'occupe, il adore, il a quand même du pouvoir dans la société aujourd'hui auprès de quand même millions de personnes. Ah ouais? Ouais. Il y a quand même, peut-être pas un tiers, mais t'as au moins un quart des Français, un cinquième qui ont voté LFI, tu vois, quand même. C'est énorme. Donc c'est l'adoration, c'est des gens qui vivent pour l'adoration. Ouais, pour l'adoration, et ils ont une forme de pouvoir auprès de beaucoup de gens. Et en fait, ils gagnent leur vie comme ça, ils sont contents, ils passent leur temps dans les médias à discuter, à penser à des idées, à prévoir peut-être l'avenir de leur parti. Mais fondamentalement, je pense que Macron et Marine Le Pen ont sûrement conscience qu'ils ne seront jamais élus de leur vie. Peut-être Marine Le Pen a peut-être un peu plus de chance, beaucoup de gens disent aujourd'hui que Mélenchon. Tu veux dire Mélenchon? Oui, Mélenchon. J'ai dit Macron? Ouais, t'as dit Macron. Pardon, excuse-moi. Et alors, t'en penses quoi du 3e mandat de Macron? Tu connais l'histoire ou pas? Comme quoi, il va faire pas un référendum, mais ouais, c'est ça. Mais tu sais que dans Sans Permission, j'ai parié que Macron allait... Mais t'es pas le seul à le dire. On en a parlé l'autre jour avec Valran, qu'il est capable de le faire, ouais. Et Yomi et Antoine ont parié que non. Et 3 semaines après, il y a un ballon d'essai de Richard Ferrand. Il dit oui, ça serait peut-être bien. Moi, s'il le fait, c'est vraiment. Je pense pas qu'il le ferait. Pour moi, là, il est tellement en train de se faire pas détester, mais moins aimer, même auprès de son propre électorat, parce que il fait les choses pas forcément de la bonne manière, mais tout simplement parce que je pense qu'il est mal entouré. Je pense que c'est quelqu'un qui joue un rôle dans les médias parce que je pense qu'il a peur de montrer qui il est vraiment, parce que je pense que c'est quelqu'un qui fonctionne pas comme tout le monde, avec ses qualités et ses défauts. Je pense que c'est quelqu'un de vraiment brillant, qui marche très vite, qui est vraiment intelligent, et je pense que du coup il se force à jouer un rôle dans les médias pour montrer qu'il est comme tout le monde, mais du coup ça se ressent, ça se voit, donc ça paraît pas naturel. Et je pense aussi qu'il est très mal conseillé. Je pense que personne n'est profondément honnête autour de lui, je pense que tout le monde lui lèche les bottes et que personne ose vraiment lui dire les choses, donc en fait il a jamais vraiment d'avis constructif autour de lui, à part peut-être Brigitte Macron. Et en fait ça fait qu'aujourd'hui je pense que la majorité de ses décisions il les prend tout seul parce qu'il est mal conseillé. Tu lui mets, mais vraiment aujourd'hui, tu lui mets des cracks sur les réseaux sociaux, des vrais conseillers bien amenés en com et en relations publiques, ça n'a rien à voir. Et tu postules? Non. Mais ce que je comprends pas, c'est comment on fait pour être aussi passionné d'un domaine et on veut pas rentrer dans l'action? Parce que moi, je suis très bien là où je suis proche de ça, je traite de ça, mais sans être dedans. Et t'as pas l'impression qu'à force, t'es vraiment pas skin in the game? Parce non. que commentateur, c'est quand même une posture... c'est une posture mentalement extrêmement toxique à long terme. Non, c'est pas toxique, parce que déjà, en plus, pour rejoindre Macron, il faudrait être d'accord avec tout ce qu'il dit, et qu'en fait, moi, il n'y a aucun des candidats qui me correspond vraiment. T'as des idées que j'aime bien par-ci, par-là, comme tout le monde, mais en fait, j'en ai aucun pour lequel j'aurais envie de m'engager. Aucun. Donc, en fait, j'ai pas du tout envie de tu aurais me proposer n'importe quel salaire, n'importe quel truc, j'en aurais aucune envie d'y aller. Donc, s'il y avait un candidat qui t'inspirait, tu réévaluerais... Pas maintenant, mais plus tard, cette peut-être. Posture, ouais. Je pense que si un jour je revends le crayon et que j'ai à nouveau du temps vraiment à consacrer à un projet, peut-être que je me reposerai la question s'il y a un candidat qui me plaît autant que ça. Aujourd'hui, non. Et alors, c'est quoi le business model du crayon? Parce que les médias, c'est toujours très dur. C'est pas évident, un média. Ouais. C'est même hyper compliqué. C'est sûr que si tu veux faire beaucoup d'argent, tu commences pas par un média. Alors, le média, de toute façon, le business model d'un média, ça reste, quoi qu'il arrive, ce sont les ads, le brand content, le sponsoring. Des marques qui te payent pour les mettre en avant, tu co-construis un format avec une marque, et après les petits ads des réseaux sociaux, tu vois, comme Snapchat, YouTube, ils peuvent te rapporter un peu. Mais en fait, ce qui aide vraiment, c'est un peu le côté régie pub, tu vois. Tu fais passer des grosses marques sur ton média ou sur des formats de réseaux sociaux. Ou le côté, tu peux louer tes studios de médias. Enfin, il y a plein de petits business, mais un média est très très difficilement rentable. On voit bien avec Brut en ce moment. Brut n'a jamais été aussi mal, je crois, en ce moment. C'est une catastrophe parce que ça a tellement de coûts un média comparé à ce que ça rapporte. Surtout parce que ça a beaucoup de coûts en fait. Ça rapporte de l'argent, mais ça a tellement de coûts que c'est compliqué à rendre rentable. Alors que c'est pour ça que nous on a développé 2 agences à côté. Pour subventionner. Bon, exactement. Et surtout on s'est dit on a appris tellement de choses pour développer le crayon, on a tellement tout testé, autant pouvoir aider les autres avec ça quoi. Mais toi t'as jamais voulu lancer un média toi? Un média sur le steak? Ouais. Si je le faisais, ce serait dans la case kiff, mais pas dans la case business. Je vois même pas comment tu fais pour rentabiliser un média, en fait. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de coûts et tu te retrouves dans la posture... En fait, ce que je trouve difficile dans les médias, c'est que tu es forcément désaligné à un moment ou à un autre. C'est pour ça que je trouve ça malin de votre histoire d'agence. Parce qu'au moins, avec l'agence, tu as des clients, tu es aligné avec les clients et ça subventionne un média. Je pense qu'un bon média, c'est forcément subventionné à un moment. C'est sûr. Parce qu'un média qui essaye d'être
self-sustainable, à un moment, il finit en putaclic, quoi. C'est très dur. Donc, ouais, donc ça voudrait dire... Après, ce qui est drôle, c'est que... être un média... Enfin, tu vois, moi, je pense que je suis un peu un média, en fait. Oui, t'es un solo média. Je suis un solo média. Mais bien sûr. Je ne sais pas ce mot, solo média. Et donc, c'est vrai que la puissance des médias et le reach des médias a un peu changé. Donc, maintenant, tu as des gens qui ont... C'est-à-dire que un article de l'Express sur moi, c'est quand même beaucoup moins de vues qu'une vidéo YouTube sur Sans Permission, quoi. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est... Oui, mais médias digitaux, ça fait des vues, médias digitaux. Ouais. Donc, un extrait qui pète, ça fait des millions de vues. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Ouais. Donc il y a un côté... c'est vrai qu'il y a un côté... Le média, c'est unbundle. Donc t'as des postures... par exemple, là, sur mon studio de dessin animé, je vais lancer là un petit compte Insta... qui fait la critique d'un dessin animé par jour. Et en fait, c'est tout con. Parce qu'en fait, tu peux tout de suite capter une communauté de gens à travers ta façon. Et en fait, mon idée, c'est de faire des critiques de dessins animés vraiment radicales. Parce que comme ça, les gens qui n'aiment pas la critique, tu vois, mais les gens qui aiment bien, tu sais que 100% des gens qui follow, c'est des gens qu'à un moment, tu peux embaucher. Parce que c'est tellement radical comme vue de la création, de la critique, de ce que tu aimes, de ce que tu aimes pas, qu'en fait, ceux qui sont vexés vont te faire le reach. Enfin, c'est toujours la même technique. Et ceux qui adhèrent, ils vont voir tellement d'ennemis qu'ils vont se dire c'est ma mission d'aller sauver cette boîte. Non, mais bien sûr. Ils ont parfaitement raison. Et en plus, tu vas scaler plus vite. C'est ce que tu disais à la conf en Belgique l'autre jour. C'était hyper intéressant. Si tu t'expliquais que pour faire scaler un compte très vite, il faut juste avoir des avis tranchés hyper hard. Ouais. Et c'est vrai, en fait. Donc si en plus tu fais ça, à la fois tu ramènes avec toi des gens qui vont vraiment être à fond, et en plus tu vas scaler plus vite parce que un avis tranché reste la chose la plus importante pour faire scaler une vidéo. Mais en plus, si tu reprends des vieux dessins animés, tu vois, je dis au pif, mais La Belle et le Clochard, Cendrillon, des trucs en fait que tu as vu pendant toute ton enfance et que tu n'as jamais vraiment plus compris que ça, et que tu les re-regarderais aujourd'hui, tu les verrais pas de la même manière. Tu analyses ça avec des avis hyper tranchés. Même moi, j'aurais envie de regarder ça, tu vois. Que je sois d'accord ou pas d'accord avec toi, ça va me faire réfléchir quoi qu'il arrive. Parce que c'est des trucs que tu as vu pendant toute ton enfance. Ouais. Et ça, c'est vachement intéressant, même en termes de psychologie humaine, en fait. Ouais, exactement. Donc voilà. Mais tu vois, donc ouais, effectivement, là, c'est une forme de média extrêmement narrow. Ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. Toi, t'as jamais voulu faire de la politique ? Enfant, si. Comme toi. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être président de la République. Je pense qu'enfant, on avait le même profil de premier de la classe qui lève tout le temps la main, qui a tout le temps un truc à raconter. Je sens cette énergie commune. Mais moi, j'ai perdu la foi dans ma 20e année. C'est la déception Obama, moi, qui m'a fait perdre la foi en politique. Obama ? Ouais. Alors pourtant t'es pas américain. Je suis plus américain que français, franchement, dans mon quotidien. Je suis beaucoup plus au courant des élections américaines que françaises. Et pour te dire, moi, j'avais annoncé l'élection d'Obama en 2000... Obama a fait... Donc John Kerry, il a perdu en quelle année contre George Bush ? Donc Obama, c'est 2004, c'est ça ? Ou 2008 ? Non. 2008. Et donc, 2004 2008. 2008. Donc, il a été 2 fois président. Donc c'est en 2004 que John Kerry a perdu contre George Bush. Ouais. Quand John Kerry a perdu contre George Bush, il y a eu la grande convention démocrate avant qu'il perde. Et il y a un jeune sénateur de l'Illinois qui est monté sur scène et qui a fait un discours. Et il s'avère que j'ai vu ce discours en live. Et je suis sorti de là en disant, ce mec va devenir président. C'est obvious. C'est vraiment... j'en suis sûr. Et personne ne connaissait Obama à l'époque, évidemment. Et j'ai tout fait. J'ai récolté de l'argent. J'ai participé à la campagne en ligne. C'est énorme. Ouais, exactement. Et en 2008, il a été élu. Et 1 an après son élection, j'étais dégoûté à vie de la politique. Parce que tu y as tellement cru que... Ouais. Et en fait, je me suis dit, c'est un mec comme ça, il n'y arrive pas, personne n'y arrivera jamais. Et moi, plus je vieillis,
Et moins je suis un démocrate convaincu. Moi, je suis persuadée que pour que la politique marche bien, il faut que ce soit un CEO qui dirige un pays et pas un politique. Ouais. Le problème, c'est comment on le choisit. Parce que le pouvoir corrompt tout le monde, surtout les meilleurs, tu vois. Donc moi, si tu me demandes vraiment mon avis sur le sujet, je me dis, mon rêve, c'est qu'on arrive à avoir une émergence d'une forme d'intelligence un peu différente, qui enlève ces choix-là de nos mains, quoi. Je rêverais, moi, d'une IA qui dirige un pays. Trop compliqué, trop incertain. L'IA, tu la trafiques, ça devient trop dangereux. Ouais, un humain, tu le corromps, ça devient beaucoup plus dangereux. Et je me dis, en fait, que la nature humaine n'est pas faite pour avoir du pouvoir. On devrait créer des systèmes où les humains ont de moins en moins de pouvoir, pas de plus en plus. Parce que même ton histoire de CEO, tu vois, ça marche bien tant qu'il est bon. Mais quand tu regardes Dubaï, je dis pas que c'est le meilleur exemple sur beaucoup de choses, ça c'est sûr et certain, loin de là. Moi, c'est un exemple que j'adore. Parce que toi, je sais que c'est un exemple, on en avait parlé l'autre jour, je sais. Je me sens bien là-bas. Je sais. Mais en termes de structuration, tu vois, de sécurité, de comment c'est aménagé, et en fait, on a l'impression que c'est... Voilà, c'est ça, c'est une start-up. Et on s'était fait la réflexion avec Valorant. Ouais. C'est une start-up, cette ville. Ouais. Et en fait... elle dépend beaucoup trop d'un leadership centralisé. Le mec, il tombe malade, je suis sûr que ça s'écroule. Hein. Et donc, c'est assez cool, tant qu'il est là, que ses enfants sont bons. D'ailleurs, je touche du bois, hein, je lui souhaite une très longue vie à ce roi. J'espère pour lui qu'il restera très longtemps le leader de cette ville, mais il va mourir, hein, Valar Morghulis, comme dirait l'autre. Et donc, il va y avoir une transition. Et le fait que la transition se passe bien, c'est pas gagné, en fait, je trouve. Et c'est le problème de ces systèmes-là, c'est qu'ils sont très fragiles, en fait. D'ailleurs, c'est la même chose dans une start-up quand on dépend d'un CEO super fort, super charismatique, et puis le mec il part, et puis... Oui, mais après, en fait, normalement, une boîte qui marche bien, c'est une boîte où si le CEO disparaît de l'opérationnel ou a un accident, la boîte tourne toujours. Il faut aussi qu'elle soit assez bien structurée pour. Ouais, mais qui dit personnalité exceptionnelle dit mauvaise structuration, en fait. Parce qu'en fait, en général, les bonnes structurations, c'est ce que j'appelle les boîtes de sandwich au jambon. C'est les boîtes où, en fait, même si tu mettais un sandwich au jambon à la tête de la boîte tournerait. Et souvent, les boîtes où les leaders sont hors du commun, c'était pas des boîtes sandwich au jambon. Donc, en fait, t'enlèves le leader, d'un seul coup, y a rien qui marche. J'ai découvert ça sur les bateaux, moi. Tu mets un très très bon équipage, avec des gens vraiment compétents, etc. Et tu mets un mauvais capitaine, et ça, c'est l'horreur. Et en plus, tu sais, intellectuellement, t'as beaucoup, beaucoup de mal à comprendre ça. Parce que tu te dis, mais je comprends pas, tout le monde est bon. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Tout le monde... Et t'as le leader qui commence à faire n'importe quoi. C'est pas faux. Et truc, à l'inverse, tu prends un très mauvais équipage, et tu mets un très bon capitaine, et là, il se passe des trucs magiques. Les gens se dépassent. Moi j'ai vu des boîtes avec des équipes de bras cassés faire des milliards, parce qu'à un moment, il y avait un mec à la tête qui était en mode, les gars, vous inquiétez pas, réfléchissez pas, on va par là. Et en fait, d'un seul coup, les bras cassés deviennent super musculaires, tu vois. Et bon, ils comprennent rien, mais ils avancent, et il y a un mec qui... Et en fait, c'est dur d'accepter l'idée que la singularité du leadership peut tout changer, et c'est ce qui rend les sociétés humaines si fragiles. Mais il y a un moment, ça fait vraiment la différence, en fait. Non, c'est sûr. Et donc, je me dis, est-ce qu'en fait, on ne devrait pas vivre dans un système plus local ? Tu vois, le pouvoir devrait être plus local. Puis au niveau étatique, c'est un peu plus des petits trucs administratifs. Tu vois, parce qu'en fait, c'est comme, j'ai l'impression que plus tu t'éloignes des gens que tu administres, plus tu es inhumain. Les maires en France sont les hommes politiques les plus préférés des Français. Et pourtant les moins utiles. Ouais, ils ont très peu de pouvoir. Et pourtant, tu vois, les gens ils disent, je vais en parler à monsieur le maire, je connais monsieur le maire. Il y a un côté incroyable chez les maires. Moi je vois ça, je me dis, mais vas-y, viens, on donne du pouvoir. Tu veux relocaliser le plus les pouvoirs. J'ai l'impression que c'est la façon la plus simple et la plus saine de garder les gens humains, parce que quand t'es un... Je me pose souvent la question de qu'est-ce qui se passe dans la tête des hauts fonctionnaires qui dirigent notre État. Parce que, pour en avoir fréquenté beaucoup, ils sont tous intelligents, ils ont tous fait une bonne école,
Et ils n'ont pas l'air... Enfin, je crois pas que ce soit un ramassis de psychopathes. Du moins, je l'ai pas détecté. Peut-être que dès qu'ils sont dans leur bureau à Bercy, ils enlèvent leur masque et ils font... Je pense que c'est parce que les process... Non, Tu mais vois je pense que c'est les process, en fait, qui sont trop mal faits. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais au-delà du fait que les process soient mal faits, comment ils font pour ne serait-ce que supporter de vivre dans ces process? Je te donne un exemple tout bête. Quand j'ai dirigé The Family, j'ai proposé une loi au gouvernement français extrêmement simple, qui s'appelle le 20-20. Dans toute boîte, tu prends la compta à la fin de l'année, tu classes les dépenses de la plus chère à la moins chère dans le compte en banque, et tu dis à toutes les boîtes que les 20% de factures en volume, les 20% moins chers, plus besoin de justificatif. 20-20, le 20-20. Ouais. Grosso modo, quand tu as une boîte, tu la connais l'histoire, ton comptable à la fin de l'année il vient en panique. Ouais, vraiment. Et qu'est-ce qui manque? C'est jamais les factures à 16 000 euros qui manquent. Non. C'est des mini-trucs. C'est tous ces trucs-là. Et regarde tous les ans la panique, le machin, t'as l'impression que tu vas finir en tôle si tu retrouves pas la facture McDo. Ou payer un truc hyper... Ouais, exactement. Le 20-20, c'est une zone extrêmement intéressante parce que c'est souvent la zone des factures les plus border. Tu vois, est-ce que c'est un resto, tu l'as payé pour toi, pour ta boîte, pour machin? Tout le monde a fait ça. Ouais, bien sûr. Et c'est le type de border qui, de toute façon, a un impact positif sur l'économie. Parce qu'en fait, les dirigeants d'entreprise qui utilisent la carte de la boîte pour aller au resto, ils font tourner l'économie, quoi qu'on en dise. Ah, ça, je suis d'accord. On peut appeler ça de l'ABS, mais en fait, factuellement, c'est plutôt bien. Et donc, si tu supprimes les 20% de factures, les 20% moins chers, c'est une façon de dire à tout le monde, on va vous contrôler, on va être extrêmement dur sur les vrais détournements. On va pas avoir des contrôleurs qui vont passer leur vie à mener des enquêtes pour gagner des centimes. Et donc, l'ensemble de la machine administrative va pouvoir se focaliser sur la fraude la plus importante. Parce que à partir du moment où la compta ne concerne plus que le 80-80, et ben là, tu as intérêt de pas déconner, par contre. Et je trouve que c'est un bon deal. Je suis d'accord. Tu vois, l'État te dit, bon, il y a une ligne, à 20-20, tu fais ce que tu veux. Si de temps en temps, tu nous passes un truc ou deux, vas-y. On va jamais venir te chercher pour ça. Par contre, tu vas me faire le plaisir de pas blanchir d'argent, de pas déconner, etc., etc. Et donc, ce 20-20, je l'ai proposé à La République En Marche au moment où j'étais proche d'eux. Et ils m'ont tous dit, c'est génial, c'est incroyable, c'est une super idée. 7 ans plus tard, il n'y a même pas le début d'un truc sur ce sujet-là. Et ce qui était trop drôle, c'est qu'à chaque fois que tu en parles à un mec à Bercy, tu sens qu'il bug. Et tu dis, mais pourquoi tu bugs? C'est facile. Oui, mais t'imagines, après, tout le monde va frauder comme ça, dans le 20-20. C'est pas grave. Puisque c'est une fraude que toi, État, tu acceptes. Parce que tu sais que 20-20, ça va rester dans l'économie locale. Tu sais que, des fois, il faut pas être con. Il faut être pragmatique et savoir que ça va se passer d'une certaine façon et que vaut mieux que ça se passe sous ton contrôle. Tu vois, moi, j'ai des neveux ados. Quand ils ont commencé à être ados et tout, j'aurais dit, bon, franchement, je préférais que vous consommiez rien, mais bon, si vous consommez quelque chose, tenez-moi au courant, parce que je préférais que, quitte à ce que vous preniez un risque, autant que je puisse être là, aller vous chercher à la fête, etc. Parce qu'en fait, oui, mon idéal est qu'ils ne consomment rien. La réalité, c'est qu'il y a toujours une période de la vie où tu as envie de tester des choses. Bon, bah, autant qu'ils savent que si à un moment ils sont en danger, etc., ils peuvent en parler à tonton sympa, parce que tonton sympa va venir. Et en fait, cette espèce, tu vois, de compréhension subtile de la vie... fait qu'ils ont encore moins aussi envie de faire des conneries. Ouais, exactement. Tu te retrouves face à un État rigide, qui dit non, ce sera le ticket du McDo à 3 centimes, je le veux dans la compta. Et c'est vraiment ça, hein. Bien sûr. C'est la panique des comptables à chaque fois, c'est... Non, c'est une très bonne idée. Et tu vois, des idées comme ça, j'en ai plein. Voilà, je t'en donne une autre. Comme ça, je fais mon petit programme pour ma prochaine élection. Si on t'écoute, il faudra voter pour Ous. Voter Ous. En 2027. Par exemple, j'ai une idée toute conne. C'est de proposer d'être prof de lycée à la société civile. C'est quoi le problème du lycée? C'est que t'aimes pas ça, t'apprends rien. Ouais, mais surtout les profs, les pauvres, ils sont dans une position un peu dure. Parce qu'ils ne sont pas aimés des élèves, ils ne sont pas aimés des parents. Et l'écart qu'il y a entre la société et les profs est en train de devenir dingue. Pour 2 raisons. Première raison, on a du mal à comprendre à quel point leur métier est dur. Or,
essaie de gérer une classe de 30... Good luck, ouais. Ouais, good luck. Et de l'autre côté, ils n'ont aucun moyen d'aller dans le vrai monde et d'apprendre des choses intéressantes. C'est vrai. Donc, proposition toute bête, tu trouves un prof avec qui tu es jumeau, et tu le prends une journée par semaine dans ta boîte, et toi tu vas une journée par semaine au lycée, ou une après-midi par semaine. C'est tout con. Ça fait des amitiés en dehors de la salle des profs. Donc la salle des profs, d'un seul coup, si tu as 200 profs, tu as 200 jumeaux. Donc dans l'école, tous les jours, tu as 200 mecs de la société civile qui viennent une après-midi par semaine. Les élèves se retrouvent à avoir des modèles et des gens qui sont très différents, pas que des profs. Les profs découvrent le vrai monde, découvrent qu'en fait ils ont des aptitudes et des compétences qui peuvent être utiles à l'entreprise. Certains profs vont démissionner et passer à temps plein, et certains gens de la société civile vont venir à temps plein. Moi, le meilleur prof de maths que j'ai eu, c'est un ancien trader qui était richissime et qui, à l'âge de 50 ans, avait passé la grecque de maths et qui avait dit non mais moi je suis prof parce que je suis riche, je savais pas quoi faire de mes journées, ça me fait plaisir. Bien sûr. À mon bac, il y a personne qui a eu moins d'une certaine note en maths, parce qu'en fait il a dit avec moi tout le monde aura des bonnes notes. Et il avait divisé la classe en 4. Il avait dit le premier quart, vous venez pas en cours, vous faites des exos. Deuxième quart, vous venez un quart du temps. Troisième quart, vous venez à moitié du temps. Le dernier quart, vous venez tous les jours. Et comme ça, il avait créé des sortes de groupes de niveau dans la classe pour être sûr que ceux qui sont le plus à l'ouest reçoivent l'attention qu'ils ont besoin. Ce prof, il était vénéré des élèves. Genre le dernier jour, on lui a fait un cadeau, les gens ont pleuré. Et il a fait un cadeau, en fait, à cette génération de gens hors du commun. Et ce type, il avait cette force parce qu'il venait de la société civile. Et donc si cet après-midi par semaine crée des vocations, et que d'un seul coup les ponts entre l'école et la non-école deviennent fluides dans les deux sens, bah ça y est, tu remets l'école au cœur de la cité. Et pareil, j'ai proposé cette idée à La République En Marche, ça fait 7 ans. Mec, ils ont même pas une idée de... Je leur dis, venez, on prend un lycée au hasard, on teste. Pas besoin de... Et ils comprennent pas, ils disent, ah oui, alors il faut de la loi de programmation, Ouais, non, bien sûr. il faut que machin, il faut ce truc. Et en fait, on va mourir sous le fait qu'il n'y a rien qui avance jamais, qu'il n'y a jamais rien d'expérimental qui a lieu. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à changer qu'ils veulent essayer de changer tout en même temps, et donc en fait, rien ne se passe. C'est le même problème. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je rejoins ton truc sur un prof qui est là, qui t'enseigne parce qu'il aime profondément ce qu'il fait et pas parce que c'est un besoin financier ou autre. Ça te change ta manière de voir. Moi, le lycée que j'ai fait en Suisse, du coup, c'était les meilleures années de ma vie. Parce que les profs, ils étaient contents d'être là. Et en fait, à la fin, pareil, on pleurait en quittant les profs. Moi, quand j'étais malade, j'allais en cours. Je ne voulais pas rater un jour de cours. Et cette sensation de... T'es pas déprimé quand t'es le dimanche soir, que j'avais pas au lycée, que j'ai perdu un peu après au début du crayon, parce que c'était le début et j'avais fait quelques études supérieures, etc. Je l'ai retrouvé depuis 1 an ou 2 ans, tu vois, avec le crayon, une fois que ça avait vraiment avancé. En fait, on est dimanche soir, mais je suis pas déprimée. J'ai même hâte d'être la semaine, je m'amuse plus la semaine que les week-ends. Et ça, j'avais ça au lycée. Et si seulement les élèves, tous les élèves du monde entier ressentaient ça, mais je pense que y aurait tellement plus de génie, tellement plus de métiers, tellement plus de vocations qui se trouveraient vite, en fait. C'est tellement important. Et en plus, ils te bourrent dans le crâne que c'est important, que tu joues toute ta vie au bac, etc. Mais ils ne te donnent pas envie de vraiment développer tout ton potentiel et de vraiment bien l'intégrer, que c'est hyper important. Ils te l'intègrent sous la menace, au lieu de l'intégrer à l'américaine, sur le côté positif de « Allez, tu peux faire ce que tu veux, t'as toute ta vie devant toi », tu vois. Et d'ailleurs, l'éducation américaine y est pour beaucoup aussi, tu vois. Déjà, l'éducation française devrait passer, en tout cas en termes de psychologie, à l'américaine. C'est pas grave si t'échoues, c'est pas grave si t'as une mauvaise note, t'apprends, c'est pas grave. Toujours positiver, toujours être optimiste, mais ça te change ta manière de voir les choses. C'est hallucinant. Bah d'ailleurs, c'est un choc de revenir à Paris. Je peux comprendre. Après, Paris n'est pas la représentation de toute la France non plus. Ouais, tu crois ? C'est mieux, ça, ouais. Les gens sont moins déprimés en province ? Je pense que t'as tout. Je pense que les gens... Alors, déprimés... Parce que t'as vu la tête des gens dans la rue ? Je pense que les gens sont moins déprimés en province et moins stressés. Ah ouais, parce que là, c'est dur. Paris, c'est pas du tout une réalité normale par rapport à la France. Les gens s'avancent plus vite, mais les gens sont plus stressés. C'est juste la majorité du PIB du pays, quoi. Bah ouais, je sais. Mais tu vas à la campagne, tu vas dans une autre ville de province, les gens sont beaucoup moins stressés, plus heureux. Beaucoup de gens quittent Paris à cause de ça. C'est très stressant. Je connais pas du tout et ça coûte cher, en fait. Donc, en fait, un salaire moyen français, si t'habites pas à Paris, ça va. T'habites à Paris, en fait, t'habites pas à Paris, t'habites en banlieue parce que c'est trop cher. Donc, en fait, tu dois te stresser, t'as les enfants à gérer, les machins, et en fait, t'as pas une vie très heureuse. Ouais.
Non, ça me marque et ça me rend triste, moi, de voir à quel point les gens sont malheureux. C'est quand tu viens de l'étranger et que t'as eu... Enfin, moi, mine de rien, ça fait 1 an que j'étais pas venu. Donc, c'est un sacré sevrage. Et tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, en fait? J'avais oublié, en fait. J'avais oublié à quel point c'était... Après, Paris, les gens aiment autant cette ville qu'ils la détestent. Ouais, bien sûr. Ce que t'aimes à Paris, tu ne le retrouves pas vraiment pareil ailleurs. Ouais. Mais en même Qu'est-ce temps... que t'aimes à Paris, toi? T'as grandi en Alors, Suisse? J'ai ou... vécu toute ma vie à Paris, sauf 4 ans en Suisse, et j'ai vécu un peu 2 ans à Londres. Comment ça aussi. fait que t'as été au lycée à Lausanne? Ma mère, qui a dû bouger pour son boulot. D'accord. C'était les meilleures années de ma vie. Quelle chance. C'était au début, je voulais pas y aller. Et en fait, j'aurais tout donné pour... Je donnerais n'importe quoi pour revivre une journée là-bas, en cours. N'importe quoi. J'étais tellement triste en partant. Pour fréquenter quelques Suisses, là, Yomi et Alec Henry, pour ne citer que... Il y a Major aussi. Je connais moins Major. Ils sont heureux, putain. Ils sont moins... Après, tu prends 2 exemples extrêmes. Ouais, Je peux citer des Français aussi très heureux du même style, tu vois. Cite-les-moi, parce que je les connais pas. Parce que tous les Français du même niveau que moi je connais, ils vont pas bien. Hein. Alors, peut-être pas du même niveau, effectivement, mais... Prenons le même niveau, tu vois. Même... C'est pas parce qu'ils sont à ce niveau qu'ils sont heureux. Ils ont vraiment une simplicité suisse. Les Belges aussi, ils ont une simplicité. Les Belges, ils sont sans Regarde, on a été faire une conf ensemble avec Fabio. Fabio, il est hyper heureux. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est incroyable. T'as vu le public, les gens... C'est incroyable. T'imagines la même conf à Paris? Ça donne quoi en termes d'énergie? On était à Mons. C'était incroyable. Hein. Mais... Les gens étaient incroyables. C'était une bonne leçon de vie. En fait, ils avaient beau gagner des dizaines de millions par an, les mecs étaient comme s'ils étaient à 1 000 € par mois, tu vois. Ouais. C'est leur manière de parler, de s'habiller, c'est génial, cette authenticité. Et d'ailleurs, tous les Français qui sont venus à la conf, ils étaient trop heureux. Ouais. Tu vois, je pense pas que ce soit symptomatique des Français. Je pense que c'est symptomatique de la structure dans laquelle on a mis les Français. Oui. Parce que là, on les a sortis d'une journée et... non, mais ça avait tout le monde était sympa. Mais après, il y a aussi un problème, c'est qu'en France, en fait, comme les salaires sont très bas dans beaucoup de métiers qui sont essentiels, où il y a une grande main-d'œuvre, l'éducation, il y a quand même, je crois, il y a 20 ou 30%, je crois, des métiers en France qui sont concentrés dans l'éducation. T'imagines? Comme c'est énorme. L'éducation est le premier. Quand je parle d'éducation, je dis pas prof, hein, c'est tout ce qui concerne l'éducation et le domaine professionnel qui réunit le plus de gens. Ouais. T'imagines? Et c'est l'un des domaines qui est le moins bien payé. Un prof est tellement mal payé. Les profs, les médecins, les policiers, les pompiers, les infirmières, c'est des métiers essentiels, les plus importants, c'est des métiers les moins bien payés. Je n'ai jamais compris le principe. Pour moi, je n'ai jamais compris de aussi mal payer des choses qui sont... C'est comme quand tu as une boîte et tu te restreins de dépenser quelque chose dans un pôle qui est censé être un pôle où il faut justement, à l'inverse, pas du tout te retenir de dépenser parce que c'est hyper important pour le développement psychologique ou financier de ton entreprise. Mais c'est pareil pour un pays. Putain, tu as besoin de médecins. On n'arrête pas de dire qu'on a un manque de médecins. Les policiers, soit on les adore, soit on les déteste parce qu'avec tout ce qui se passe politiquement, les pompiers, les médecins, etc., les profs, mais en même temps, si tu vois leur salaire... Tu m'étonnes que les pauvres, ils sont en train de déprimer, etc., que parfois ils peuvent mal se comporter ou non. T'imagines? D'ailleurs, t'as vu... Je sais pas si c'est trop touchy pour toi d'en parler ou pas. Ce qui s'est passé hier à Nanterre. Ce gamin qui a été tué, t'as pas suivi? Ah non, j'ai pas suivi. Je t'avoue, j'ai pas écouté les infos aujourd'hui. C'est vrai? Non. C'est que la banlieue est à feu et à sang, là. Non, arrête, j'ai pas suivi. Hier, pendant un contrôle de police... Ah si, oui, il y a un jeune homme qui a été tué. Pardon, excuse-moi, j'ai suivi, mais j'ai pas vu que c'était à Nanterre, par contre. Ouais, c'était à Nanterre, ouais. T'as vu la vidéo ou pas? Non. Mais j'ai suivi ça, par contre, ouais. Non, j'ai entendu ce matin à la radio. Mais j'ai juste entendu qu'il a été tué, il avait 17 ans? 17 ans. Ouais, j'ai entendu ce matin. Non, il conduisait, c'est ça? Il conduisait... Un contrôle et il s'est fait tuer par un policier. Il s'est fait tuer par un policier. Et en fait, quand la vidéo, elle est très claire. Le gamin a refusé d'obtempérer et le flic a paniqué. Et en fait, il n'y a rien qui va dans cette histoire. De tous les côtés. Du coup, c'est la faute de qui? Du flic ou du jeune? C'est de la faute de personne. C'est de la faute d'un pays malade qui fait qu'on a des zones et des territoires qui sont devenus des zones de non-droit dans lesquelles un gamin peut être dans une voiture de sport à 17 ans sans permis, avec un flic qui a clairement peur. Enfin, la vidéo est choquante parce que
quand le flic arrive avec... Alors déjà, contrôle de police, machin, le mec, il a une arme de guerre dans la main. Tu te dis, mais donc, qu'est-ce que... Et il est crispé, mais tu vois, crispé. Tu sens que le flic a peur. Et en fait, quand le gamin démarre, le flic tire. Mais tu vois que c'est un tir de panique. C'est pas du tout quelqu'un qui maîtrise son arme, qui maîtrise son environnement. C'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux. Et toi qui aimes la politique, t'avais regardé The West Wing, la série ? Non. Ah, c'est marrant parce que tu devrais vraiment la voir. Je pense que ça te... C'est comme la série américaine aussi sur la politique. À la Maison Blanche, ouais. Non. The West Wing, c'est à la Maison Blanche. Non, alors c'est pas elle, c'est l'autre, mais elle est hyper connue. The Wire ? Non. Hyper connue, elle est sur Netflix avec un acteur américain. House of Cards. House of Cards. Ouais. Ça, j'ai jamais vraiment regardé non plus. Non. Alors celle-là, j'ai pas du tout aimé House of Cards. Mais j'ai commencé un épisode, j'ai pas du tout aimé. Ouais, je suis très cynique. The West Wing, ça donne envie de faire de la politique. Ouais. C'est comme, à ce qui paraît, Suits, ça donne envie de devenir avocat. Voilà, exactement. C'est vraiment vrai, ça ? Ouais, c'est vrai. Mon neveu, il est devenu avocat parce qu'il regardait Suits quand il était petit. Avec moi. Ouais, c'est l'histoire vraie. Après, je lui dis, mais tu sais que ça a rien à voir. Il me dit, non, mais je suis pas con. C'est juste que ça a créé chez lui la vocation. Ouais. Et donc, il y a un épisode à la Maison Blanche où il y a un personnage qui veut se faire élire, qui s'appelle Dos Santos. Et en fait, il y a un gamin qui se fait tuer par un policier et c'est explosif parce que il est candidat hispanique à la Maison Blanche. Le gamin qui se fait tuer est black et le policier est hispanique. Les hispaniques pensent que c'est pas normal qu'un hispanique se présente avant un black à la Maison Blanche. C'est des années avant qu'Obama soit réel. Donc il y a l'idée que ça devrait être un black avant de machin. Très américain comme lecture, tu sais, des communautés, etc. Et en plus, le fait que le policier soit un hispanique, ça montre les problèmes entre les communautés. Il n'est pas blanc, c'est encore pire, machin. Et donc Dos Santos doit aller faire un discours dans l'église où le gamin est enterré, tu vois, pendant l'enterrement. Et ses équipes négocient un passage de Dos Santos. Et Dos Santos se retrouve dans cette église devant les gens. Et ce moment... En fait, en voyant cette vidéo de ce pauvre gamin tué, j'ai pensé à ça. Parce qu'en fait, la première phrase, c'est « Je suis en colère. Je suis en colère contre le flic. Je suis en colère contre le gamin. Je suis en colère contre les parents. Je suis en colère contre l'école. Je suis en colère contre le gouvernement. Je suis en colère contre les lois. Et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. » Et en fait, quand tu vois cette vidéo, moi, je me suis dit, en voyant ça, mais... comment on a fait pour en arriver là dans un pays comme la France ? C'est honteux. On a un gamin qui se fait tirer dessus parce qu'il n'y a rien qui est fonctionnel. En plus, maintenant, ça va diviser les Français entre ceux qui sont pour le flic et pour le gamin. En plus, tu dis, mais quoi ? À quel moment tu dois prendre parti ? C'est ça, ouais. Puisque là, on parle de deux vies brisées. Un mec mort et un mec qui va toute sa vie vivre avec les conséquences de ça. En plus, on va demander à la justice de trouver les responsabilités. Tu te dis, mais moi, je serais juge dans ce genre de cas. Moi, je pense que le juge, il a envie de se tirer une balle. Mais je passe par la fenêtre. Sauf que le juge, ouais, mais quand t'es juge, tu dois appliquer la loi sans avec ton côté émotionnel. Donc en fait, t'as tué quelqu'un. Ça doit être super dur. Il va prendre de la prison, je pense. J'en sais rien, mais. Enfin. La vidéo, tu l'as vraiment vue de tes yeux. Mais quelqu'un a filmé l'acte. Ça a été filmé en live, ouais. C'est quand même fou. Ça, c'est un truc qui me fascine, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe un truc atroce, t'arrives comme par hasard à avoir le truc de A à Z, tu vois. Parce que maintenant... C'est fou le réflexe que les gens ont. Mais ça, c'est fou. En fait, c'est comme ce qui s'est passé à Annecy, tu vois. Avec les enfants qui ont été poignardés. Heureusement, il n'y en a aucun qui est mort, d'ailleurs. C'est vrai ? Aucun enfant qui est mort. Ça, c'est cool, ça. Mais hallucinant. Moi, j'ai vu la vidéo, tu voyais le mec dans la poussette. J'étais, mais c'est quoi ce monde de fou, quoi. Mais c'est hallucinant. Mais du coup, la vidéo, mais après, elle a dû disparaître des réseaux sociaux, je pense, non ? Parce que tu laisses pas ça. Enfin. Ah, tu crois ? Je sais pas. Elle est pas. En plus, elle est pas. Enfin, elle est choquante parce que tu sais comment elle finit. Mais quand tu la vois, tu comprends pas que. Qu'il a tiré ? Enfin, si, tu comprends qu'il a tiré, mais tu comprends pas parce que la voiture part quand même. Mais en fait. En fait, Oui, parce qu'en fait, imagine la voiture partait pas. Oui. Du coup, ça aurait été la parole du mec contre les parents du gosse de 17 ans, ça doit pas être.
Ça doit être horrible. Ça doit être atroce. Ouais. Ça doit être horrible. Après, ça, de toute façon, c'est pas que propre à la France aussi. Hein. Ça se passe pareil dans beaucoup d'autres pays. Hein. Comment ? Ça, c'est pas que propre à la France. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc oui, à Dubaï, Après, t'as pas ça, mais... Non. T'as pas ça en Asie ? mais parce que c'est tellement strict, c'est pas... C'est plus une dictature qu'une démocratie, là-bas. Hein. Ouais, c'est... Mais... Enfin... Tu vois, le Japon, c'est quand même une grande démocratie, t'as pas ça. C'est une question de culture aussi. Ouais. D'habitude. Ouais. T'as beaucoup plus ça en Europe Ouais. que dans le reste du monde, tu vois. Et t'as les États-Unis qui sont ultra violents. Ouais, mais les États-Unis, t'as même le droit de porter une arme, donc... Ouais, donc... C'est vraiment... tu pars en mode Far West, ouais, exactement. comme à l'époque, et tout le monde se tire dessus, et ça paraît normal, tu vois. C'est intéressant. En fait, un des trucs qu'on oublie toujours, c'est que le rapport à la vie humaine et à la valeur de la vie n'est pas encore égal partout sur Terre. En Suède, la vie humaine est sacrée. Les gens très civilisés. En Russie, c'est une variable d'ajustement. Surtout en ce moment, effectivement. Mais t'imagines, c'est-à-dire que tu as des zones du monde aujourd'hui où les gens, mentalement, n'ont pas le même rapport à la civilisation. C'est parce que c'est en fonction de comment t'éduques l'être humain. Ouais, exactement. Mais on a tendance à oublier que... Tu vois, nous, on voit ça, on se dit « Ah, mon Dieu », mais en fait, c'est vrai qu'il y a pire et il y a mieux. C'est sûr. Non, ça, je suis d'accord. Putain. C'était dur. Pas évident. Toi, tu fais des enfants plus tard ? Ouais. J'espère. Tu vas les éduquer avec quel mood, alors ? Putain, ça, je sais pas. Ça me stresse. D'abord, je suis stressé pour eux d'être mon enfant, parce que je me dis, c'est évident qu'ils vont avoir un challenge pas commun, tu vois. Entre la pression extérieure, l'image de leur père. Parce que moi, je fais le malin, mais ils vont tous tomber sur les TikTok. donc, il y a quand même un travail de préparation là-dessus. Ça doit pas être facile à vivre. Ensuite, j'ai un deuxième enjeu, c'est que j'ai un mode de vie qui n'est pas conventionnel, marginal. Donc il va falloir qu'ils comprennent cette marginalité. Si tu les élèves, s'ils ont toujours connu que ça, pour eux, ce sera normal. J'y crois pas à ça. C'est pour ça que tu as des gens qui sont élevés dans des milieux catholiques et qui tournent de l'autre côté de la barrière. Oui, mais t'es pas non plus extrême à ce point-là, tu vois. T'es pas non plus en mode nomade digital et avec un train de vie non plus. De mon expérience, les enfants, ils choisissent ce qu'ils ont envie. Et pour l'avoir vu avec mes neveux et nièces, l'autonomie de choix des enfants est bien plus élevée qu'on l'imagine. Parce qu'en fait, à tout message éducatif, ils peuvent choisir de l'accepter ou de le refuser. Oui, mais il y a quand même une grosse force d'éducation. Ça, j'en suis persuadée. Ah ouais ? Ah ouais. Moi, je pense que si ma mère ne m'avait pas élevée de la même manière, je serais pas là où je suis aujourd'hui. T'as accepté des choses et refusé d'autres. La question, c'est qu'est-ce qui fait que t'as accepté ça et refusé d'autres ? Je suis sûr qu'il y a l'équivalent de ta mère qui a des enfants très différents. D'ailleurs, je suis sûr que ta mère a des amis qui lui ressemblent vachement et qui ont des enfants qui ont fait des choix complètement différents. Ma mère a très peu d'amis qui lui ressemblent. Ah, d'accord. Incroyable, c'est pour ça. Okay. Non, je rigole, mais il y a une grosse part d'éducation. Moi, j'ai des amis, quand je vois leurs parents, je comprends beaucoup mieux pourquoi ils sont comme ça. J'ai des amis, leurs parents n'ont jamais leur mère n'a jamais travaillé et a un côté très flemmard. Et en fait, comme par hasard, la fille est pareille. Et en fait, tu vois qu'elle n'a jamais poussé son potentiel et qu'elle est vraiment une forme basique très basse. Et d'autres à l'opposé, tu vois. Donc je pense que l'éducation... Ouais, est-ce que tu reconnais qu'il y a des gens qui, justement, ont une mère qui ne travaille pas et ils se disent « jamais de ma vie, je serai comme ma mère ». Alors, t'en as, bien sûr. Mais parfois, ça crée le discours opposé, comme ce que tu viens de dire. Parfois, ça crée le discours dans une même procrastination de « ma mère n'a jamais travaillé et du coup, en fait, elle ne peut pas engueuler son gosse qui a une mauvaise note ou qu'en fait, qui ne bosse pas parce qu'elle ne l'a jamais fait ». Et moi, j'ai des meilleurs amis qui sont comme ça. J'en ai une qui est comme ça. Et On va pas donner de nom. Non. Mais elle le sait, je lui en parle souvent. Elle en a conscience. Hein. Bon, elle en a conscience, c'est déjà ça. Mais c'est pas pour autant qu'elle se bouge non plus. D'ailleurs, c'est une vraie question si on parle un peu de ce sujet-là. Tu arrives à avoir des amis très proches sur la longue durée, parce que c'est sûr que t'as pas la même vie que tout le monde. Et tu arrives à trouver des gens dans le même mindset que toi. Tu arrives à garder contact avec des amis que tu avais quand tu étais plus jeune.
Ou t'as dû... En fait, c'est marrant, j'ai 2 amis que je connais depuis 18 ans. On s'est rencontrés quand on avait 18 ans. Et c'est mes meilleurs amis. Et après, il y a eu des ajouts sédimentaires. Mais quand il y a des gens qui rentrent dans mon premier cercle, ils restent longtemps. Mais forcément, mon premier cercle s'est constitué dans le temps. Donc, T'as des amis qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat? La majorité de mes amis n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. D'ailleurs, en fait, dans mon premier cercle, j'ai qu'un seul entrepreneur, en fait. C'est marrant, ça. Je n'ai jamais vraiment pensé à ça. Ça m'étonne pas. Comment? Ça m'étonne pas. Ouais, j'ai pas de... Tu viens chercher auprès des autres ce qu'on ne t'apporte pas d'habitude. Ouais. Mais tu connais cette phrase, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Ouais. Putain, moi, je suis une moyenne bizarre, alors. Parce que les 5 personnes que je fréquente le plus, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Ça doit annihiler tous les effets, en fait. Non, moi, j'aime les Pokémon rares. Et j'ai un Pokédex hors du commun. C'est vraiment... c'est attraper-les tous. C'est une devise de vie, quoi. C'est vrai que quelque part, à chaque fois que quelqu'un rentre dans mon premier cercle, je pense qu'il peut avoir une confirmation qu'il est vraiment original et unique. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment que des gens originaux et uniques dans mon premier cercle. Je comprends. C'est ce qui me... Et d'ailleurs, aucun d'entre eux ne serait ami sans moi comme lion. Ça, c'est marrant, tu vois. Bien sûr. Je pense qu'ils doivent tous se dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, l'autre? C'est pas fort. Donc non, c'est un peu... D'ailleurs, c'est ce qui mon espoir sur mes enfants, c'est que j'ai espoir que ça se passe bien par le fait qu'ils vont pas être élevés par moi, mais par un village. Et ça me rend heureux d'avance. Parce que je me dis, comme ça, quelles que soient leurs aspirations, leurs machins, et quelle que soit la vie qu'ils ont envie de vivre, il y aura toujours quelqu'un dans mon entourage qui pourra être leur rôle modèle. C'est marrant ce que tu dis quand tu parles de village. J'ai Antoine, tu sais, le blanc avec qui on avait dîné l'autre soir. Ouais. Il a un fils, et là il va avoir une petite fille, et il expliquait que en fait, plus tard il a envie d'envoyer son fils. Lui, pareil, il a plein d'amis qui n'ont rien à voir, il a des amis explorateurs qui voyagent à l'autre bout du monde, et pendant 3 mois tu les vois plus. Comme il a des gens tout à fait entre guillemets normaux, et puis des gens un peu plus originaux, mais ça va. Et en fait, il m'a dit, moi plus tard, quand il aura l'âge de pouvoir partir un peu, pas des petits stages ou des trucs comme ça, je veux qu'il fasse pendant tous ces étés, pendant certaines années. Ils partent 1 mois avec, je le confie à mes amis les plus proches qui sont hyper différents, donc à 1 mois je le lâche 1 mois avec mon pote qui est explorateur, je lui fais complètement confiance, il part où il veut mon pote explorateur, 1 mois dans une entreprise, 1 mois à faire ci, à faire ça, pour qu'en fait lui, le gosse, il ait en fait conscience de tout ce qu'il peut faire plus tard, de la complexité du monde et aussi l'ouverture d'esprit du monde, pour qu'en fait ça lui développe sa manière de voir les choses et de pouvoir après choisir ce qu'il veut faire. Et je trouvais ça tellement intelligent comme idée de sympa, faire ça. J'aime bien ça. C'est hyper intelligent. Je vais l'appliquer cette idée. C'est pas con du tout. Effectivement. C'est vrai, moi j'aimerais bien devenir vraiment très très riche pour acheter des villages. Où, faut devenir très très riche. Où comme ça je peux mettre tous mes amis et on se réunit de temps en temps. C'est quoi ton plus grand rêve? Si tu devais choisir une journée qui est ta journée parfaite, tu serais où? Avec qui? Ou tout seul? Tu ferais quoi? Ma journée parfaite? C'est angoissant, je trouve, la journée parfaite, parce que... Non, mais vraiment une journée où tu te sens... Là, si tu te poses pendant 3 secondes sur ta journée parfaite, t'as réalisé, t'es en mode putain, mais je suis tellement heureux. T'as jamais cette sensation de te dire à un moment, un instant T, tiens là, je suis hyper heureux. Moi j'ai ça tous les jours. C'est plutôt l'inverse, c'est très rare les mauvaises journées que je passe. En fait, mes mauvaises journées, elles sont toutes en rouge dans mon calendrier. Et tu les notes? Ouais, et elles sont méga rares. C'est vraiment... Mais là, vraiment un truc où t'as toutes les conditions, t'as l'alignement des planètes. Le lieu, les personnes... t'as tout. Ce serait quoi, artificiellement, ce serait... il fait beau, pas trop chaud. Je me lève. T'es où déjà? Alors, j'avoue que pour moi, toutes les journées parfaites, c'est celles qui démarrent quand je fais l'amour, tu vois. D'accord. Ça, c'est vraiment... pour me mettre de bonne humeur dans la journée, c'est la meilleure chose qu'on puisse me faire. Donc, voilà. Et après... Je suis à la campagne,
J'aime beaucoup les montagnes suisses d'ailleurs. Voilà. Maison, isolée, campagne. Je démarre la journée comme ça. Ensuite, je cuisine, petit déjeuner, baignade. Tous mes amis me rejoignent pour un déjeuner. On fait un grand déjeuner dehors sur des nappes. On mange de midi à 18h. À 18h, les gens partent, je regarde un bon film, je refais l'amour et je m'endors. Voilà. Ça, si je commence comme ça et je finis comme ça et qu'au milieu, il y a mes amis, t'es heureux. Je suis heureux. Le reste, j'ai pas... Tu conçus tes enfants la même journée. Comment? J'ai conçu mes enfants la même journée. Bah, bon, il faut que ce soit la même le matin, ça c'est pas garanti. Ça, tu vois, c'est pas bon. Mais bon, pourquoi pas. Non, c'est... En fait, quand... Moi, je suis pas du tout une pro, mais si tu demandes à quelqu'un qui est hyper, vraiment, encore plus tactique que moi sur la psychologie, la personne, elle pourrait t'analyser de ce que tu viens de dire, beaucoup de choses sur ta manière de fonctionner, ta manière d'être, ta manière... C'est hyper intéressant. Ouais. Tu vois, isolé, parce qu'en fait, t'as envie d'être tranquille, mais en même temps avec des gens, parce que t'as un petit côté quand même extraverti, où tu vas être entouré de tes proches, mais en même temps, tu vois, c'est quand même assez intéressant. Ouais, bien sûr. Toi, c'est quoi ta journée parfaite? Je pense que ce serait sur une île aux Maldives. Ah oui? Ok. Parce que le sable est doux, c'est beau. Alors moi, je suis quelqu'un qui suis hyper sensible, et donc également des sens. Tu me mets devant un beau paysage, avec une petite musique de fond sympa, mais tu me laisses là, tu me poses là, je ne bouge pas pendant 14 jours. Non mais alors, évidemment une petite île sympa, et être avec les gens les plus proches de moi, mais qui sont vraiment spécifiquement différents types de gens. C'est pas différents types de groupes, c'est différents types de gens. Mon amoureux du moment, mon crush du moment. Et juste en train d'écouter un peu de musique, regarder la vue et discuter tranquillement. Et juste, en fait, tu te sens bien. T'as pas de stress, t'as pas de problème. T'es avec les gens que t'aimes dans un endroit magnifique, avec un peu de musique. Des bons déjeuners, des bons dîners. Et là, en fait, t'es bien. Okay. Mais tu vois, ça va, c'est facile. Mais bien sûr. La barre est pas haute. Bon, faut déjà aller jusqu'aux Maldives. Ah, c'est pas loin. Ouais, mais non, mais en fait, t'as pas besoin de temps. En fait, quand t'écoutes les gens, ils te disent pas alors palace, 18 étoiles, le ton bien choisi du moment, téléporté du Japon. Non, tu vois. Fou, hein, ouais, en fait, les gens, ils te demandent jamais ça. Parce qu'en fait, s'ils veulent ça et qu'un jour ils ont la chance de pouvoir tester des produits autant luxueux que ça, en fait, je sais pas si c'est la chose qu'ils voudraient le plus avoir dans leur vie. C'est pas ça qui les rend les plus heureux. Et quand beaucoup de gens disent l'argent ne rend pas heureux, je pense que c'est faux, c'est too much. L'argent te permet d'avoir de la liberté ou du temps, donc de faire des choses que t'aimes. En revanche, quand tu écoutes la plupart des gens sur ce qui les rend vraiment heureux, tu es quand même souvent très lié à ton entourage, des choses très simples en fait. Tu n'as pas besoin de choses compliquées. Mais juste, c'est un bout à bout de beaucoup de choses simples. C'est sûr. Ça, c'est bien. Et tu penses que... Toi, par exemple, moi j'ai toujours été heureux. Et je me considère comme quelqu'un de très heureux. Tu penses que tu es heureuse? Aujourd'hui, je le suis. J'ai pas toujours été très heureuse parce que la vie fait que... moi, même dans les pires moments, je suis heureux. Ça, c'est une... Ah ouais, alors moi, non. Alors aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je suis devenue quelqu'un de hyper optimiste et positive. J'ai vachement changé ma manière de voir les choses depuis, ce qui m'a vachement aidée quand je m'étais séparée de mon copain. Parce que tu sais que tu vas t'en remettre, tu sais que tu es positive vachement. En revanche, tu vois, la séparation de mes parents, quand j'avais 7 ans, ça, en revanche, non. Tu vois, ah ouais, tu l'as mal vécu? Très, très mal vécu. C'est un truc... Valran, il a 3 ans de plus que toi? 4. 4 ans de plus que toi. On l'a tous les 3 mal vécu, à notre manière. C'est Valran, il est au milieu, c'est l'aîné? Valran, il est au milieu. Moi, je suis la dernière, on a un frère aîné. Vous avez un frère aîné? Ouais. Il fait quoi de beau, votre frère aîné? Lui, il travaille en finance à Genève. Ah oui, d'accord. Donc, il a pris le chemin du père, donc rien à voir avec nous. Mais on est très proches de lui aussi, on est vraiment très proches. Ça nous a vachement réunis, hein, la séparation de nos parents. Puis nos parents nous ont vachement élevés dans une manière de collectif. D'accord. On a des cadeaux communs, on est généreux, on partage. Ce qui fait que... Des cadeaux communs? Ouais, genre ballon de foot, des jeux de société, tu vois, toujours des trucs communs. Parfois peut-être des cadeaux propres à nous, mais on avait quand même toujours le plus gros cadeau était commun. Ce qui faisait que t'apprends à partager. Et aujourd'hui, avec Valran, mais enfin, tu vois, c'est con, hein, mais on ne compte jamais entre nous. On ne compte jamais entre nous. Ça, j'aime bien ça. Jamais. On est hyper généreux. On se pose même pas la question. On se la pose même pas. Ce qui vous rend à mes yeux extrêmement sympathique, parce que je sens chez vous une énergie libanaise que je retrouve rarement en France. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais en fait, on est
on a construit d'ailleurs le crayon sur cette base du collectif, parce qu'on a été élevé comme ça et qu'on est comme ça avec nos associés. Pour nous, c'est hyper important de pouvoir donner sans rien attendre en retour. En fait, tu donnes parce que tu es content de donner, parce que tu veux aider les gens à réussir, parce que tu veux construire un quartier et avoir plein de gens avec qui tu réussis autour de toi, parce que tout le monde est heureux et c'est cool et c'est génial, plutôt qu'une grosse tour tout seul, tu vois. Et en fait, quand tu es dans ce mood-là, t'avances plus vite parce qu'en fait, t'aides les gens, en fait, in fine, ils finissent par t'aider, ou en fait, ça te sert toujours d'aider les gens. Je sais pas si c'est le karma ou je sais pas, mais... Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est beaucoup mieux. C'est marrant, ma mère, dans les rares choses que je vais prendre de ma mère pour éduquer mes enfants, parce que je réfléchis beaucoup à cette question, il y a un truc elle a un instinct incroyable qui nous a rendus méga proches avec mes frères et sœurs et qui a cartonné avec les petits-enfants. C'est qu'elle instaure une dictature immédiate. S'il y en a un qui fait une connerie, tout le monde est puni. Et donc, s'il y en a un qui dénonce quelqu'un, tout le monde est puni. S'il y en a un qui machin, tout le monde est puni. Et en fait, assez rapidement, tu te retrouves dans une espèce d'énergie. Non mais attends, en fait, c'est nous contre la vieille, là. Et en fait, elle a une théorie, c'est que il faut jamais demander aux enfants d'être des parents de remplacement. Tu sais, on a toujours tendance à se dire, le grand, tu fais attention à la petite. Machin. Pour elle, ça, c'est une ligne qu'il faut pas franchir. Parce que si tu franchis cette ligne, c'est le début des emmerdes. Début des querelles, etc. Non, mais je te dis ce qu'elle... Ouais. Et donc, elle est très, très extrême là-dessus. Et je me suis dit que je ferais la même chose, parce que avec par exemple, mes deux neveux que j'ai beaucoup élevés, quand ils venaient en vacances chez moi et tout, ils étaient toujours à chamailler qui c'est qui a fait quelque chose. Je punissais les deux, ça les énervait tellement, qu'après ils étaient méga solidaires dans leur connerie. C'est hyper intéressant, parce qu'en fait, soit ils font la connerie à deux, exactement. Soit ils font pas la connerie. Voilà. Ils s'autorégulent, ouais, exactement. Mais moi, ils avaient tendance à la faire à deux. Mais c'était cool, moi j'étais bien, je trouvais ça très sympa. C'est tellement important, les frères et sœurs. C'est la chose la plus... Moi, aujourd'hui, je remercie le ciel tous les jours d'avoir des frères d'avoir la famille que j'ai, et d'avoir monté une boîte avec mon frère. C'est trop cool. Valran, et pourtant je le connais par cœur, il arrive à développer chez moi une forme comment tu fais, d'admiration qui est juste hallucinante, parce qu'il ne cesse de me surprendre par ce qu'il dit. Et surtout, ce qui est incroyable avec Valran, ce qui est super agréable, c'est qu'il a beau être plus âgé que moi et être plus brillant et intelligent que la majorité des gens, il a la phobie... La plus grosse phobie qu'il ait, c'est d'avoir tort. Donc en fait, il n'a aucun problème. Non, la plus grosse phobie qu'il ait, c'est le fait de ne pas avoir la bonne chose, de ne pas avoir raison sur le concept, de ne pas avoir toutes les informations. Donc il a beau être persuadé d'une chose, si tu lui expliques pourquoi tu penses à l'opposé, il peut changer d'avis du jour au lendemain si tu lui expliques avec les bons arguments. Donc ça fait que t'as beau être plus jeune que lui, moins intelligent que lui, ce que tu veux, qu'importe, il peut changer d'avis. Et c'est tellement facile, parce que du coup, travailler avec quelqu'un comme ça, le mec n'est pas têtu, quoi. Il t'écoute, alors pourtant, je t'assure, je te l'affirme, lui te dira que non, machin, mais si, il est plus intelligent que la majorité des gens. Ce mec est brillant, ce mec est un surdoué hyperactif, et d'avoir cette force mentale de pouvoir écouter et reconnaître que la personne peut avoir raison, alors que normalement, elle est biologiquement moins intelligente que toi, c'est juste brillant, tu vois. Et du coup, c'est génial de bosser avec lui. Ça va avec ses défauts que, du coup, parfois il est bordélique, pas hyper organisé, machin. Il progresse. Il sait pas se réveiller. Ah, il progresse là-dessus, il progresse. Mais ça fait qu'il est hyper créatif. Il demande d'aller se faire réveiller dans l'hôtel. Ça, c'était très drôle, ça. Mais c'est parce qu'il a pas, tu vois, il pense pas à prendre un chargeur pour aller à une conférence en Belgique de 48 heures. Et parce que je suis là, inconsciemment, il s'est dit, comme il y a ma sœur, et que moi, je suis hyper organisée, il sait que je vais penser à tout. En fait, Valran, parfois, c'est un petit chat. Tu vois, quand il va voir ma mère en Suisse, il se met dans la voiture pour y aller ou dans le train. Et une fois qu'il est dans le train ou dans la voiture, il n'a rien prévu, il n'a rien fait. Il capte rien, il faut s'occuper de lui comme un petit chat. Tu le mets dans la voiture, il arrive en Suisse, il passe son week-end, tu le remets dans la voiture, il arrive devant chez lui, c'est un petit chat. Tout le temps, on transporte. S'il sait qu'il y a quelqu'un d'autre de proche de lui qui peut s'occuper de lui, il perd toute responsabilité. C'est génial. C'est pas l'image qu'on a de Valran. C'est vraiment un petit... mais c'est un amour. Ouais, la prochaine fois que je le vois, je vais lui dire miaou. Parce qu'en plus, ce coup, il risque de rentrer dans le jeu parce qu'il va... On va voir s'il écoute cet épisode ou pas. Ouais, tu lui diras rien. Tu lui diras rien et on voit si... il l'écoutera. S'il pense miaou la prochaine fois qu'il me voit pas. D'ailleurs, s'il écoute cet épisode, il faut que la prochaine fois qu'il me voit, il me dise miaou. Il faudrait qu'il y pense. Ou je lui dirai si. Mais il est génial.
Non, il est vraiment top. Cool. Merci Sixtine. Bah, merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir. Moi aussi, ça va, on n'a pas trop picolé. Non, moi, de toute façon, j'ai trop picolé hier, donc je suis... Bah, je m'attendais à je suis boire plus. Heureusement, parce que là, je commence à être... Je suis pas du tout bourrée, mais tu sens quand même qu'à jeun, avec la fatigue, t'as un peu l'alcool qui monte, là. Donc bon, heureusement, parce que sinon, j'aurais dit que des conneries, donc ça aurait été parfait. Bienvenue, en tout cas. À bientôt. Merci à toi.